Pan-African Medi 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole au jeu, l'émission également qui éveille la conscience de cette jeunesse qui représente, comme vous le savez, l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons faire une sorte d'analyse sur une thématique assez profonde. Nous allons parler du syndrome du nid vide. Le syndrome qui consiste évidemment à laisser partir un être cher. Comment surmonter ce départ? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons toujours rester dans le socle familial puisque nous allons parler de l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, nos parents, avec l'ère du numérique, avec évidemment l'avènement de l'intelligence artificielle, faut-il aujourd'hui pour nos parents de repenser l'éducation, d'avoir une nouvelle forme d'éducation vis-à-vis de leur progéniture? Et bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News et un habitué. Il s'agit évidemment de Murphy, étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Régis, c'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé, on l'espère également, pour un nouveau premier numéro, première participation en Génération News. T'inquiète pas, on est très heureux de te recevoir. Benoît, étudiant en journalisme et communication. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau. C'est également un plaisir pour moi d'être ici et j'espère que ce sera une très belle expérience. Non, ça se passera bien, je te rassure Benoît, ça se passera bien. Et on termine la phase de présentation avec la seule femme sur ce plateau, Lady Dern, étudiant en journalisme et communication. Oui, j'ai affaire à des journalistes, des confrères aujourd'hui et des consoeurs sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à vous, j'en suis très bien. Alors les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, nous allons parler en première partie du syndrome du nid vide. Comment surmonter évidemment ces départs parfois jugés un petit peu difficiles. Je me tourne vers toi, mon cher Murphy. Tu as sûrement déjà vécu, on va dire, une situation pareille, déjà par définition, histoire de camper un petit peu le sujet. Qu'est-ce que tu entends? Quelle définition donnerais-tu par, c'est évidemment, ce syndrome du nid vide? Alors, le syndrome du nid vide, c'est la séparation d'un enfant avec son parent. Le plus souvent, généralement, c'est lorsque l'étudiant, on a un futur étudiant qui doit aller poursuivre des études universitaires. Donc, il doit sortir du cadre familial. Et le nid vide, justement, c'est l'absence qui va être créée par le départ de ce dernier. Alors, c'est une situation un peu compliquée et on a déjà tous vécu ce genre de situation, en réalité. Sûr, ouais. Parce que moi, en réalité, lorsque je suis parti également, d'abord, lorsque je devais aller étudier à l'université, avant de venir à l'étranger, je suis allé à l'université Omar Bongo. Et mes parents, ils étaient à Port-Gentil. Donc, je quittais Port-Gentil pour Libreville. Et déjà, ce départ-là, je pense que c'était pas facile pour moi, c'était pas également facile pour les parents parce que il fallait apprendre à embrasser ce nouvel univers d'étudiants. Il fallait maintenant aller louer, il fallait savoir comment faire un marché sans les parents, il fallait composer sans l'avis de maman ou de papa. Et donc, c'est souvent pas facile. En général, c'est souvent pas facile. Et il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de méthodologie, de discipline pour pouvoir surmonter cette étape-là. Et moi, particulièrement, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque je suis devenu étudiant, la première chose que j'ai eu à faire, c'est de garder le contact en permanence avec ces derniers. Ouais. Ça veut dire que, voilà, pour les repas préférés que j'aime souvent consommer lorsque j'étais dans la maison familiale, je demandais à maman, écoute, maman, comment on fait pour faire telle sauce, comment on fait pour faire... Je gardais toujours Et effectivement, en fait, tu essaies de créer ce link-là, toujours... Voilà, comme si je n'étais pas parti en réalité. À travers l'art culinaire. C'est-à-dire que tu prends une bouchée de ton plat préféré et tu as l'impression d'être toujours toujours dans le cadre, dans la maison familiale. Ouais. Voilà, je disais comment je trouve ce poisson où, comment je dois préparer telle sauce. Et puis elle me disait, tiens, écoute, fais comme ça, fais comme ci. Et la deuxième étape, c'est parce que là, maintenant, je me trouvais dans la peau du parent. Ouais. Parce que lorsque je devais maintenant quitter l'université Omar Bongo pour le Sénégal, là, maintenant, j'avais une petite fille et c'est moi maintenant j'étais maintenant dans la peau du parent qui se sépare, on va dire, de sa petite fille. Et c'était en réalité difficile parce que je me disais, est-ce que ça vaut la peine de partir? Parce qu'il y a l'attachement, on a passé tellement de temps ensemble, on a passé j'ai vu comment elle a fait ses premiers pas, on dormait ensemble. Et du coup, du jour au lendemain, dire que tu dois te séparer de cette dernière, je vous promets que c'est vrai que c'est difficile. C'est pas facile. Mais Lady Dern, c'est vrai que Murphy a souligné un point. C'est difficile parfois de se détacher
d'une personne avec qui on a lié vraiment un lien très fort. Alors là, Murphy est dans la position de celui qui part, mais quand on est dans la position de celui qui reste, comment on arrive à surmonter ça? Est-ce que toi, déjà, tu as eu à vivre une situation un peu similaire, c'est-à-dire il y a papa ou maman qui est parti en voyage, ou la grande sœur qui a dû quitter, qui a eu le bac avant toi, qui est partie, avec qui j'étais très proche. Comment tu as réussi à surmonter ces départs-là au niveau de ta famille, ou bien même dans ton cercle, hein? Ça peut être la copine, ça peut être évidemment une personne avec qui tu avais un lien très fort. Comment tu as réussi à surmonter ça? Alors, comment est-ce que j'ai réussi à surmonter? Bien sûr, on parle du départ de ma grande sœur. Donc, du coup, lorsque elle a eu son baccalauréat, elle est partie et du coup, j'ai très mal vécu cela parce que j'étais toute seule. J'étais devenue la seule fille en fait de la maison, donc il fallait faire assez de travaux. Ouais. Il fallait faire tout ce que. Non, mais rassure-moi, c'était pas à cause de ça que tu as regretté. En fait, ça dit il y a que les hommes et moi, je suis la seule femme. Donc, du coup, il y a des choses qu'il fallait pas trop dire aux hommes. Que rien seulement qu'à la grande sœur ou à la mère en fait. D'accord. C'est un peu ça. Du coup, est-ce que tu étais tout le temps en contact avec elle? Tu l'appelais un petit peu, histoire de créer un peu comme ce que Murphy faisait, créer un petit peu ce vide-là, enfin remplir ce vide? Ah bah, bon, moi au contraire, non, moi j'appelle pas. D'accord. Si j'appelais pas, en fait, je suis quelqu'un de très, on va dire, solitaire. J'aime bien rester seule, mais parfois, lorsque le besoin se fait ressentir, c'est peut-être une fois dans la semaine, je vais appeler, mais après, ça passe, je m'habitue. Et dans les faits inverses, quand toi, tu as dû quitter évidemment tes parents, papa, maman, toute la famille, est-ce que là aussi, ça a été doublement difficile? Pas du tout. Pas du tout. Moi, au contraire, j'ai aimé... Non, mais rassure-nous, tes parents te manquent quand même. Oui, mais pas trop. Pas trop. Non. Bon, du coup, toi, il n'y avait pas de problème quand tu es parti. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et mon cher Benoît, du coup, toi, évidemment, la question, je te la pose aussi. Comment tu as vécu ça? C'est ce départ un peu loin de sa famille, en l'occurrence de ses parents, de ses amis? Moi, ça a commencé tôt. Ça a commencé tôt, déjà avec le départ de maman. Je devais avoir 14-15 ans. D'accord. Elle avait eu une occasion d'aller continuer sa formation au Ghana. Donc, elle a dû partir. Ouais. Et ça a été vraiment la première fois quand tu arrives à l'aéroport et que tu la vois partir, tu réalises ce que ça fait vraiment. Ouais. Et tu retournes à la maison, elle n'est plus là. En fait, comme les gens disent, désolé de t'interrompre, c'est pour aller dans le même sens que toi, mon cher Benoît, les gens disent qu'en fait que l'aéroport, c'est l'endroit où on concentre beaucoup plus de larmes. Parce que c'est un endroit assez triste, et parfois ça dépend, hein, triste et joyeux, parce que joyeux quand tu viens récupérer une personne à qui, voilà, ça faisait des années que vous n'êtes pas vu, et puis bon, triste dans ta situation, évidemment, mon cher Benoît. Donc, elle est partie. On a dû commencer à s'habituer un peu, mais je pense que c'était pas pareil que quand c'était à moi de partir en fait. Quand j'ai eu à voyager, là en fait tu te dis ouais, un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles personnes à rencontrer, et première semaine, deuxième semaine, vraiment c'était difficile. Ouais. Parce que tu te réveilles tous les matins avant même de poser le pied au sol et de commencer à te préparer pour aller au cours et tout. En fait, tu te ressasses des souvenirs, tu ne fais que te ressasser des souvenirs. Ouais, c'est surtout que tu te rends compte qu'il n'y a plus cette ambiance-là qui régnait à la maison, ces cris que tu entendais, la voix de maman, de papa, effectivement. Tout à fait. Du coup, toi, comment tu arrives à surmonter ça? Parce que Murphy nous a donné un petit peu des astuces, mais ça, c'est personnel. Mais je veux dire, toi, comment tu arrives à surmonter ça? Est-ce que on t'essaye, alors Murphy lui essaie de rester toujours en contact avec la famille, mais toi comment tu arrives à surmonter ça, ce vide-là? Bon, moi j'ai surmonté ça grâce, on va dire un peu grâce à ma relation fusionnelle avec ma mère. D'accord. C'est-à-dire on reste en contact mais on n'en fait pas trop. Okay. On n'en fait pas trop. Elle est psychologue. Ah, bon, d'accord. Les circonstances atténuantes. Donc, oui, donc elle sait comment justement, voilà. Donc on discute, on essaie de parler. Quand j'ai un projet, je vais vers elle. Quand elle a un souci qu'elle peut rencontrer, elle vient, elle essaie de me parler. Elle considère que moi, son enfant, je peux aussi lui apporter des conseils et ça crée. C'est bien déjà qu'elle soit dans cette pensée-là, effectivement. Et ça a créé cette relation fusionnelle. Donc, on a su s'habituer. Et j'ai fini par lui dire, écoute, tu nous as éduqués, c'est pour qu'on devienne autonome et responsable un jour. Bah, le moment, il est arrivé. Et on fait avec.
Et justement, merci mon cher Benoît de m'avoir passé le témoin, parce que ce que Benoît vient de dire, mon cher Murphy, il parle évidemment justement de cette capacité à aller vers la responsabilité. Le syndrome du nid vide peut également avoir cet impact, mais plutôt positif, j'ai envie de dire, dans le sens où on est seul, c'est vrai, on a ce manque-là, on est nostalgique de beaucoup de choses, mais quelque part aussi ça nous fait grandir. Oui, finalement c'est mal pour un bien. Parce qu'en réalité, ça fait traverser une étape, un cap dans la vie d'un homme. C'est le premier pas vers la liberté. Mais la liberté, on dit généralement, elle a un prix. Et donc, c'est un prix, ouais. Elle n'est pas gratuite, cette liberté-là. Et donc, c'est un mal finalement pour un bien. Et généralement, oui, tu vas apprendre à économiser du courant. Tu vas apprendre à faire ton marché du mois. Tu vas apprendre à te responsabiliser. Autonome, comme on dit. Voilà. Ouais. Et donc, moi je suis vraiment pour ça, hein, parce que également, ça permet de couper le cordon. Parce que finalement, trop rester enfant, on dit comment, petit garçon, fils à maman ou fils à papa, ça ne t'aide pas, ça ne te fait pas grandir finalement. Est-ce qu'on y arrive vraiment, les amis? Est-ce qu'on arrive vraiment à couper le cordon? Oui, on y arrive. Vous êtes sûr? Oui. À partir du moment où tu sors du cadre familial, tu arrives à composer, à avoir ta propre famille, avoir, je sais pas, ta fiancée, ton enfant, je pense qu'à ce moment... Est-ce que c'est pas une coupure apparente? Parce que, évidemment, on connaît nos moments africains. Hein. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, tu as bâti ton foyer, tu as une famille, tu restes ton bébé. Hein. C'est-à-dire que on voit parfois des conflits un petit peu dans des familles où la mère a tendance parfois un petit peu à trop... dans la famille de son fils. Et ça, c'est parce qu'il y a toujours l'instinct maternel qui est là. On veut toujours protéger son enfant, 50 ans, 40 ans ou pas. Tu restes son bébé. Donc, moi, je trouve que c'est parfois difficile. On le coupe, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'on a toujours... vous êtes la preuve. Hein. Tout à l'heure, Benoît parlait de cette fusion qu'il a avec sa maman. Parce que même cette fusion ne va pas disparaître. Hein. Crois-moi, 50 ans plus tard, cette fusion sera toujours là. Mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, lorsqu'on décide de se lancer dans cette phase d'autonomie, il y a des aptitudes qu'on doit développer, comme le fait, évidemment, de prendre des décisions tout seul, le fait de pouvoir gérer certaines choses seul. Finalement, même, il y a des plats que tu vas apprécier de ta future femme et tu vas peut-être oublier les plats du moment. C'est quand même difficile. Hein. C'est quand même difficile d'oublier les plats de moment parce qu'on a grandi avec, on a été, on va dire, bercé avec, nourri au berceau avec les plats de moment. Ma chère Lady, alors c'est vrai que toi, tu n'as pas de problème à l'idée de te séparer des gens, visiblement. Tu es très à l'aise avec le concept. Pourquoi, je veux dire, tu es très à l'aise avec le fait que tu n'as pas du mal vraiment à t'attacher aux gens. C'est le constat un peu que tu nous livres un peu sur ce plateau-là. Pourquoi tu as besoin d'être dans ce monde-là qui est le tien? Alors, pourquoi? Simplement parce que j'ai été, on va dire, j'ai grandi avec, on peut dire, toute seule, en fait. D'accord. J'ai des frères et sœurs, mais j'ai pas trop eu le sentiment d'avoir des personnes autour de moi qui vont me chérir un peu, protecteur. Il y a eu des gens, mais pas vraiment ça. Et donc pour moi, j'attendais le bon moment, dire que voilà, quand je vais avoir mon baccalauréat, je vais simplement partir. Et voilà quoi, ça va, il n'y a pas de problème. D'accord, mais ils comprennent ça, ils comprennent un peu le fait que tu sois pas sociable, hein, je ne pense pas que tu le sois, mais le fait que tu sois évidemment dans ta zone de confort, est-ce qu'ils comprennent ça? Non, là, ils ne comprennent pas. D'accord. C'est ça le problème aussi, ils ne comprennent pas. Est-ce que tu as eu le temps de leur expliquer pourquoi tu as besoin d'être un peu seul et tout? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde de Lady? Moi, je suis curieux, hein. Je pense qu'on l'est tous, hein. On est curieux un petit peu. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce monde de Lady? C'est vrai que tu as besoin d'être un peu seul, mais vraiment pourquoi? Je veux dire, est-ce que c'est parce que tu estimes que c'est difficile de faire confiance aujourd'hui à une personne, ou bien tu n'as pas besoin forcément que les gens te protègent, en l'occurrence tes frères, parce qu'ils vont peut-être penser que tu es une femme, vu que tu es une femme, donc par ricochet, tu as besoin d'être protégée, tu n'as pas la capacité à se défendre toute seule. Est-ce que c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que tu as besoin d'être dans ta zone de confort? J'ai besoin d'être seule parce que j'aime rester seule et parce que aussi lorsque je suis seule, je suis plus épanouie en fait. D'accord. Surtout lorsque je sors du cadre familial, j'ai toujours remarqué cela. Je suis plus à l'aise, je suis plus ouverte en tout cas. J'ai beaucoup même de connaissances que je fais, mais par contre lorsque je suis dans le cadre familial, je me sens un peu fermée. Oui, un peu fermée, trop fermée. Dans la position de la mère, dans le futur, tu vas laisser
facilement partir ton enfant? Je dirais oui. Oui, Oui. ouais. Bah, si l'enfant hérite des gènes de Lady, ça va être, je pense que facilement ça va être facile. Hein, non. Non, mais en fait, moi, si je comprends bien, en fait, c'est cette notion d'indépendance que tu veux tout de suite donner à toi-même déjà, mais aussi à ta progéniture, de dire qu'en fait, s'attacher c'est bien, mais être autonome c'est encore mieux. C'est dans cette philosophie qui était en ce moment. Autonome, c'est mieux. Tu as plus de liberté, tu as plus de réflexion, tu as plus de champs ouverts en fait. Tu as plus de, on va dire quoi, partenariat, parce que j'en ai eu plusieurs en tout cas aussi, par rapport à cette façon d'être là aussi. Donc je pense que c'est un peu ça qui me plaît en fait le plus. Mais comment toi tu gères quand il y a des personnes justement en mal de ce vide-là, de ce syndrome du nid vide, qui viennent vers toi parce que bon, le grand frère, je suppose que tu dois avoir des petites sœurs ou des petits frères, justement en général les plus petits ont vraiment du mal à se détacher. On a vu notre ami Benoît qui avait la larme à l'œil quand maman a dû partir, mais je veux dire, comment toi tu arrives à consoler ta petite sœur ou ton petit frère, pardon, quand évidemment il y a un vide qui doit s'installer, papa qui doit voyager, maman qui doit voyager, ou le grand frère qui est un peu le papa poule et qui doit devoir laisser son petit frère. Comment toi tu arrives à gérer, on va dire, à consoler tes petits frères? Alors, on va dire que je suis très bipolaire. Donc, pour ce cas-là, là, vraiment, je joue mon rôle de grande sœur. D'accord. Oui. Là, j'appelle, j'envoie des SMS. Voilà, on a besoin de telle chose. Il faut m'aider dans telle chose. J'appelle, je console. S'il faut pleurer, on pleure. S'il faut rire, on rit en tout cas. Ouais. Mais bon, je suis vraiment en tant que grande sœur en tout cas. Je joue mon rôle. Ouais, comme on dit, pleurer, ça soulage. Ouais. N'est-ce pas, Benoît? Ouais. Bon. Parce que toi, t'as pleuré. Mais je veux dire, aujourd'hui, t'as une relation très fusionnelle avec ta maman. Elle s'appelle comment au passage? Amélie. Maman Amélie, ouais. D'accord. Qu'on salue au passage évidemment maman Amélie, et bravo pour ce qu'elle fait, hein, effectivement, parce qu'être psychologue, c'est aider les gens de l'intérieur, hein. Et ça, c'est assez intéressant. Justement, avec cette fusion créée avec maman Amélie, comment ça se passe aujourd'hui déjà? Est-ce que toi aussi derrière, tu arrives à faire le relais si aujourd'hui le petit frère en mal, en manque évidemment de ton amour aussi en tant que grand frère? Comment toi, tu arrives justement, la question n'est pas très loin de celle que j'ai posée à Lady, comment tu arrives justement à consoler le petit frère? Bon, moi vraiment, on va dire, j'ai pris le rôle à bras ouverts. Ouais. J'ai pris le rôle à bras ouverts parce qu'ils grandissent. Quand un jeune il arrive à la période de l'adolescence, il a cette envie de s'affirmer un peu. Donc, il commence à écouter un peu moins les parents. Et par contre là, on te passe le témoin. Parce que les parents, ils m'ont passé le témoin, ils m'ont dit, bon, toi, tu es passé par cette période, donc normalement, tu es plus apte à leur parler, à leur dire certaines choses. Donc, petit à petit, on a commencé à discuter avec les plus petits et tout, donner des conseils. Si nous, on a eu à faire des erreurs, leur dire que tu as vu cette erreur que j'ai eu à faire, j'aimerais pas que toi, tu puisses la reproduire. Et pour ne pas la reproduire, il faudrait être comme ça, comme ça, comme ça. Essayer d'avancer comme ça. Mais c'est difficile quand même parce que j'ai vécu l'expérience l'année passée de ma petite sœur qui a voyagé pour la Russie. Ouais. Et lorsqu'on m'a annoncé qu'elle partait en Russie quand même, j'ai tout de suite dit à ma maman, moi j'aurais préféré que tu l'envoies ici et qu'on continue, qu'on soit ensemble et que j'ai un œil sur elle quoi, par rapport à l'envoyer directement en Russie. Non, mais en Russie, effectivement, elle est un peu seule. Oui, c'était ça en fait. Donc j'ai dit mieux, tu l'envoies ici et on va essayer de l'encadrer et tout. Mais j'ai tout de suite ressenti qu'elle est la plus petite était réticente. C'est-à-dire, elle se disait non. Ouais, elle voulait avoir son espace à elle-même. Et surtout, elle savait un peu que son grand frère est quelqu'un. C'est toujours un œil voilà, très carré dans ce qu'on veut faire. Ouais. Mais ça, c'est bien, effectivement, parce que toi aussi, en fait, quelque part, en tant que grand frère, au-delà de veiller sur ta petite sœur, tu as envie de combler aussi un vide. Peut-être qu'elle te manque aussi, ta petite sœur, le fait qu'elle soit à tes côtés aussi, tu surmontes un petit peu ce syndrome du nid vide. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui, mon cher Murphy, vraiment à préparer la progéniture par rapport à ça? Est-ce qu'il faut aller dans ce procédé tant cher à notre Lady Dern, parce que c'est ce qu'elle fait également, elle est dans sa bulle, dans sa zone de confort, elle s'est auto-préparée à vivre effectivement des départs, mais est-ce qu'on peut facilement préparer la progéniture? Tu es papa aujourd'hui d'une magnifique petite fille. Comment ça se passe justement dans le processus? Bon alors, oui, il faut une préparation parce qu'en réalité, c'est
quand l'enfant est en troisième, tu sais que l'enfant, il reste 2 classes avant la terminale. Donc, je crois qu'il faut commencer à responsabiliser l'enfant très tôt, commencer à préparer l'enfant aussi psychologiquement, dire que, écoute, dans quelques années, tu seras seul, je ne serai plus là pour te demander de balayer ta chambre, il faudrait que tu apprennes certaines initiatives. Donc oui, il faut que les parents soient dans la préparation, sinon après la rupture elle est vraiment difficile. Elle est vraiment difficile. Parce que honnêtement, je ne sais pas, mais moi, lorsque ma grande sœur elle est partie, elle est allée en France, j'ai ressenti son absence. J'ai ressenti son absence et quand elle était là, on se chamaillait. On va se chamailler, on se discutait. Je me disais oui, le jour où tu pars, ça me fera des vacances. Mais finalement, lorsqu'elle est partie, je me suis dit waouh. Elle n'est plus là, j'ai ressenti vraiment cette absence-là, ce vide. Et pour dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Finalement, même si on est préparé, même si on essaie de se préparer à la langue, mais je crois que on n'est jamais préparé à cette séparation-là. Voilà, laisser une personne partir. Lady, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des copines? Je suppose que quand tu étais proche de tes parents, vous avez beaucoup déménagé aussi, ou pas? Mais le déménagement aussi, ça reste un processus où malheureusement, il y a un vide qui s'est créé parce que quand on est dans un quartier et dans lequel on a grandi, on a eu à nouer mais vraiment des amitiés, on a placé des repères, on était très à l'aise dans le quartier, peu importe l'heure, tu sais que si je rentre là, je vais sortir à ce niveau-là. Les camarades, facilement, vous traînez ensemble, vous passez du temps ensemble et quand on déménage ou quand on quitte un pays pour un autre, mais on va rester dans le cadre où on est dans un même pays, mais on quitte un quartier pour un autre. Est-ce que c'est plus difficile pour toi? Est-ce que tu as toujours envie de repartir dans l'autre quartier histoire de passer du temps avec tes copines, cet attachement que tu as noué, ou bien tu te dis je suis dans un nouveau quartier, tant mieux, je me fais de nouvelles copines. Est-ce que le processus aussi de devoir repartir, recommencer à zéro n'est pas un peu épuisant pour toi? Alors déjà, on a beaucoup voyagé parce que mon papa, moi, il est militaire, donc du coup, on a tout le temps été affecté dans l'intérieur du pays, notamment le Gabon. D'accord, donc beaucoup de provinces en fait. Oui, dans beaucoup de provinces, ouais. Tant pour moi. Et donc, à chaque fois, à quitter d'une province à une autre, pour moi, comme je dis depuis le début, j'aime bien, je gère bien, en tout cas. S'il y a par contre des amitiés que j'ai dû peut-être oublier ou bien continuer, ça se fait, mais bon, je prends cela bien. Quand je suis dans un nouveau quartier, je me mets, en tout cas, je danse, en tout cas, comme ceux qui sont dans le nouveau quartier, et quand c'est dans un autre, je le fais pareillement, en fait. J'ai pas de souci à quitter l'autre. Est-ce que les autres ne t'en veulent pas un petit peu? C'est-à-dire que, est-ce que tu n'as pas, par rapport à ce comportement-là, perdu beaucoup de copines? Le problème, c'est que moi aussi, j'ai pas assez d'amis, donc... Ah, mais toi, t'es vraiment dans ton monde à toi. J'ai pas assez d'amis, donc du coup, je sais pas comment me répondre parce que j'ai pas assez d'amis qui peuvent dire que voilà, Lady, on t'en veut parce que même si tu es allé, on aurait quand même aimé que toi aussi tu puisses, voilà quoi, appeler, garder le contact. Mais il y a toujours un ou deux qu'on a, voilà quoi, qu'on garde quand même en réserve, avec qui je m'écris chaque fois, mais pas assez. Mais je vis ça bien. Juste le strict minimum. Oui, le minimum, voilà, on s'écrit, on s'appelle, ça va. D'accord. C'est le cas pour toi, Benoît, que les déménagements, parfois c'est difficile à vivre parce qu'on perd beaucoup en général les amitiés qu'on a dû créer et puis chacun va aller dans son coin et après ça devient un petit peu compliqué. Mais du coup, toi, comment tu arrives à gérer ça? Moi, au niveau des amis, des connaissances, dans un ancien quartier, quand tu quittes et tu vas dans un nouveau quartier, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé. Ils ont souvent un message qui t'envoie, ils te disent « tu nous as laissés ». Ouais. Tu nous as laissés, on ne te voit plus. Et bon, tu essaies d'expliquer que j'ai quitté le quartier ou alors j'ai quitté le pays, je suis maintenant ailleurs et tout. Mais ils te font comprendre qu'ils voudraient, vu qu'ils ne te voient plus, que tous les jours, vous puissiez discuter. Ouais. Tous les jours, vous Ce qui va être difficile déjà. Ce qui va être difficile, que vous puissiez être en appel vidéo. Mais à chaque fois, tu essaies d'expliquer qu'il y a des occupations, il y a les cours. Donc, si il faut être focus toute la journée, par exemple, sur le téléphone, à créer le contact à tout moment, à un moment donné, je pense que tu n'as pas le temps pour avancer dans tes projets, tu n'as pas le temps de faire grand-chose, quoi.
Donc moi, c'est vrai, ça dérange un peu quand je pars d'un nouveau quartier, mais moi, j'ai cette capacité d'adaptation très Donc facilement, tu t'adaptes. Comme disait Lady, elle a parlé de danse. Donc si elle arrive dans le quartier, s'il faut danser sur un pas, elle dansera évidemment sur un pas. Les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler du numérique, mais surtout le rapport avec l'éducation liée, évidemment, l'éducation faite par nos parents à leur progéniture. Je me tourne vers toi, ma chère Lady. L'éducation des parents, faut-il la revoir aujourd'hui, selon toi, avec l'avènement du numérique aujourd'hui ? Alors, sachant que l'éducation est l'une des armes les plus primordiales, en tout cas, que nous avons observées, je pense qu'à l'heure actuelle, il est de bonne allure de pouvoir revoir certaines fonctionnalités, revoir certaines choses en tout cas qui se font de manière familiale et autres, parce que de plus en plus, il y a les écrans qui sont là, il y a des outils en tout cas du numérique qui sont là, et de plus en plus les adolescents, même les jeunes enfants en tout cas, se focalisent plus sur ça. Aujourd'hui, il y a même, on peut déjà donner des informations, comment par exemple faire ceci, cela pour une femme, bien pour un jeune homme, et maintenant je me vois dire que l'éducation doit être véritablement revue, parce qu'aujourd'hui même les parents n'ont vraiment plus mot à dire en tout cas. Exactement. Parce que le numérique en tout cas déjà fait déjà un peu abstraction, du moins ça fait déjà un petit obstacle par rapport à l'éducation. Exactement, très belle analyse. Et c'est surtout qu'aujourd'hui on a des parents aussi 2.0, on a déjà des parents qui sont sur le numérique, qui sont sur TikTok, Facebook, Instagram et j'en passe. Du coup, la nécessité aujourd'hui, pourquoi ? Évidemment qu'elle a fait une analyse un peu globale de la situation, et merci d'ailleurs pour ça, ma chère Lady. Mais je veux dire, aujourd'hui, mon cher Murphy, pourquoi faut-il revoir aujourd'hui l'éducation en ce qui concerne évidemment les parents ? Pourquoi c'est important, voire primordial aujourd'hui pour les parents de repenser l'éducation ? Alors, nous sommes dans une nouvelle ère, comme elle a signifié, l'ère du numérique. Et il y a une rupture qui doit se faire avec les anciennes méthodologies. On avait l'enseignement des parents qui était un peu traditionnel. On disait il fallait pas aller dans les écrans, il fallait pas que l'enfant puisse manipuler le téléphone. On avait peur de tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux. Ouais. En réalité, les parents n'ont pas tort d'avoir peur de ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on trouve tout. Même l'éducation, l'enfant peut se faire éduquer sur les réseaux sociaux, sans même avoir un parent. Donc si toi, le parent, tu es absent, sache que les réseaux sociaux vont éduquer les enfants à ta place. Parce que lorsqu'il voudra, apprendre comment il faut. Bref, on a un tas de tutos sur Facebook, des youtubeurs qui s'inventent tous les jours. Donc je me dis, aujourd'hui, mes parents doivent reconsidérer leur position, parce que sinon... Reconsidérer en quoi faisons justement, c'est ça la question. Faisons. Déjà, ils doivent accepter le numérique, ils doivent accepter Internet, parce qu'on ne peut plus se passer d'Internet aujourd'hui. On voit aujourd'hui en Chine et dans des pays développés des jeunes petits garçons qui manipulent très bien des nouvelles technologies, qui sont à l'aise sur les réseaux sociaux, qui créent des logiciels et tout le reste. Ouais. Donc, on ne peut pas laisser nos enfants en reste. Sinon, finalement, l'Afrique va être l'éternel dernier de la classe. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont présents. Aujourd'hui, la technologie, elle est présente. Il faudrait que les parents commencent à ajouter et associer la technologie dans l'éducation. En quoi faisant ? Très tôt déjà, en sensibilisant les enfants sur l'utilisation des réseaux sociaux, peut-être mettre des horaires, dire que de telle heure à telle heure, quand tu arrives, voici, tu dois faire tes devoirs, je t'autorise à avoir une tablette, mais de telle heure à telle heure, voilà comment tu dois l'utiliser. Ouais. On avait parlé de mettre des codes parentaux, interdire l'accès à certains sites, parce que c'est également possible lorsque tu souscris à un forfait Wi-Fi, de pouvoir bloquer ta connexion des pare-feux sur certains sites malveillants. Donc, oui, les parents doivent accepter le numérique, doivent accepter Internet, mais ils doivent commencer à faire le contrôle, montrer l'utilisation
à ces enfants-là des réseaux sociaux. Moi, je suis très heureux lorsque je vois des mères de famille, bon, entre griffes, faire des vidéos avec leurs enfants, des petits challenges, ça rigole, parce que c'est pas une autre personne qui les emmène vers les réseaux sociaux, c'est les parents qui les emmènent. Et lorsque ces parents les emmènent vers les réseaux sociaux, ils leur donnent un guide d'emploi, comment il faut procéder, comment Après, évidemment, c'est bien de l'avoir mis entre griffes, parce qu'exposer aussi son enfant sur les réseaux sociaux, ça peut avoir des dangers aussi. Des dangers, bien sûr. Surtout que si l'enfant est encore très jeune et devoir se lancer dans les réseaux sociaux pour faire des challenges au lieu de se concentrer sur autre chose, évidemment que derrière, ça peut avoir une autre forme d'éducation. Il faudra peut-être que je rajoute ce que je dis. Oui, l'accès à Internet, mais à partir d'un certain âge aussi. Oui, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est bien parce que dans ton argumentaire, tu es dans les réseaux sociaux et l'outil et la technologie. Parce qu'évidemment, quand on parle du numérique, c'est beaucoup plus la technologie. Après, les réseaux sociaux viennent... Les réseaux sociaux, c'est à partir d'un âge. Viennent se greffer à ça. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est vrai que ce que Murphy disait aussi, c'est très pertinent, mon cher Benoît. On parle aujourd'hui de l'outil informatique, le numérique, par exemple. Est-ce que pour les parents, revoir l'éducation, c'est par exemple doter son fils d'un ordinateur, par exemple, son fils de 5 ans d'un ordinateur pour dire, parce que tout à l'heure tu disais effectivement, si en Chine on a des gamins de 5 ans qui arrivent à créer des logiciels, c'est parce que très tôt ils ont eu accès à l'outil numérique. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un petit peu que nos parents pensent à revoir l'éducation numérique dans ce sens-là, doter très tôt la progéniture d'outils informatiques pour essayer justement de rattraper le gap, parce que il y a des gens, on a des adultes, je pense qu'on l'a tous vu, 40 ans, mais qui a du mal à attraper une souris, à démarrer un ordinateur. Est-ce que rattraper ce gap-là, ce n'est pas de soigner le mal à la racine, de doter très tôt la progéniture d'ordinateurs, mais de veiller, comme l'a souligné également Murphy et Lady? Moi, je pense que c'est indispensable. C'est indispensable de nos jours de commencer à pousser, bon, je ne vais pas dire pousser, mais comprendre que l'enfant a besoin d'avancer avec son ère. On est dans l'ère du numérique, l'enfant a besoin d'avancer avec son ère. Si on va dire aujourd'hui à un jeune qui est au collège, tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone, tu n'as pas le droit d'avoir une tablette ou un ordinateur, et il se retrouve demain on lui donne une dissertation, il n'a pas maîtrisé sa méthodologie au cours, et là, il peut faire une recherche et tout, si on l'avait habitué déjà. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est que quand les parents acceptent que l'enfant aille vers ces outils-là, il faut établir un dialogue fluide entre les parents et l'enfant. Il faut faire comprendre à l'enfant que ces outils-là sont bénéfiques pour toi, mais également ont des côtés négatifs, ont des côtés néfastes. Lui présenter les côtés néfastes, lui présenter les côtés positifs et essayer de l'encadrer, comme il disait, si on lui donne l'autorisation. Oui, est-ce qu'il faut le dire? C'est la question. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne faut pas tout de suite installer d'abord des pare-feux et laisser... parce que la curiosité, en disant que, écoute, il y a des côtés néfastes, tu vas susciter la curiosité et tout de suite l'enfant va vouloir chercher à découvrir un petit peu ce qui est derrière. Parce que ce que vous ne savez pas, les amis, c'est que notre cerveau est programmé pour refuser la négation. C'est systématique, hein. Notre cerveau est programmé pour refuser la négation. Si je te dis, écoute Benoît, je t'interdis de penser à un éléphant rose qui court sur la plage, je suis désolé, mais tu as déjà l'image de l'éléphant rose qui tourne, pourtant je t'interdis de le faire. Et ça, on l'a vu quand on était plus jeune, quand nos parents nous disaient, écoutez, Lady, je ne veux pas te voir dehors à 19h. À 19h, en général, on a envie de sortir. Et même les psychologues jouent dessus, les chefs d'entreprise par exemple. S'il y a un problème en entreprise, il va te dire, Lady, je t'interdis de me trouver une solution pour résoudre ce problème. Implicitement, ton cerveau va te dire, écoute, trouve une solution pour résoudre ce problème-là. Donc effectivement, c'est ça en fait. Donc quand on conditionne en général nos enfants en disant, ne fais pas ça, la preuve, tu dis à un enfant, ne joue pas avec le feu, il va jouer avec le feu jusqu'à ce qu'il va se brûler et se rendre compte que le feu c'est pas bon. En général, il faut, je veux dire pour le cas de l'enfant, effectivement, c'est peut-être pas de dire attention, il y a des dangers, c'est d'abord d'installer les pare-feux et puis progressivement installer l'idée dans la conscience de l'enfant qu'écoute, de toutes les façons, tant qu'il ne sait pas qu'il y a des côtés néfastes, il est encore jeune, il va pas aller chercher. Il va se contenter de ce qu'il a, l'ordinateur, et faire ce qu'il a à faire. Mais dès que tu déclenches cette envie-là, cette curiosité-là, il ira chercher. Et je suis d'accord qu'effectivement, avec tout ce que vous venez de dire, les amis, qu'il faut
aller vers ça, donc doter nos enfants des outils du numérique pour effectivement avoir des adultes de demain qui soient déjà un petit peu, on va dire, qui maîtrisent déjà un petit peu ces outils-là. Le téléphone, on revient au téléphone, les amis, ma chère Lady. Quand on était plus jeune, on nous interdisait d'avoir des téléphones parce qu'on estimait qu'on n'a pas l'âge. Il y en a qui sont allés dans des débats pour nous dire, oui, à quel âge faut-il avoir un téléphone? Est-ce que le débat se pose encore aujourd'hui, ma chère Lady, ou pas du tout, ou au contraire, il faut doter très tôt notre enfant d'un téléphone? Déjà pour les parents, c'est bien de savoir où l'enfant se trouve. S'il est à l'école, on va appeler, tu as terminé les cours, oui, ok, je passe te chercher. Est-ce que le débat se pose encore aujourd'hui selon toi? Le débat, je pense qu'il est très relatif parce que ça dépend de l'âge de l'enfant. J'ai un enfant de 6 ans à la maison, j'ai un enfant de 12 ans à la maison, j'ai un enfant de 15 ans. Ouais. Je ne veux pas permettre à ce que celui de 6 ans ait un téléphone. Mais une tablette. Mais une tablette. Voilà, ouais. Une tablette. Parce qu'aujourd'hui, je pense même pour... Une tablette avec laquelle on n'a pas accès à Internet. Hein. Oui. Parce qu'à 6 ans, quand même... 6 ans, 5 ans, je ne veux pas permettre ça, en fait. Exactement. Il y a des tablettes qui sont faites simplement pour les jeux éducatifs, les ABC, ou bien savoir des choses dans d'autres langues et tout le reste. Oui, là, je peux... Les tablettes éducatives, oui. Mais maintenant... un enfant de 12 ans, à partir de là, 12 ans, 13 ans, je me dis, bah oui, j'ai besoin. C'est tard pour vous. À quel âge il faut remettre le téléphone selon toi? Je pense que lorsque l'enfant il est au primaire, déjà il peut avoir un téléphone. Hein. Dès qu'il a une conscience. Au primaire, oui, lorsqu'il a à l'école, s'il a un problème, il peut t'appeler pour te dire, écoute, papa, voici ceci, voici là, tu vas venir à quelle heure me chercher. Je pense qu'à partir du primaire, un enfant. Oui, non, ça tu nous donnes la classe, mais je dis l'âge. L'âge, allez, 8 ans. 8 ans pour Murphy. Ouais. Mais très cher Murphy, je pense que quand même lorsqu'on dit primaire, là-bas il y a un système où s'il y a un bobo par exemple avec l'enfant, la direction est là pour appeler le parent et non l'enfant d'appeler son parent en fait. Donc je pense que dans le cas là où c'est au primaire, on ne va pas donner le téléphone. Tu sais mais secondaire, bon oui, je sais qu'en ce moment, tu vas dans tous les lycées, dans tous les primaires, tu vas avoir des enfants. Ça c'est sûr. Même des iPhones. Hein. Oui. Et toi, ton enfant, il sera là en reste. Ça va. Est-ce que ça va pas l'éducation aussi ça va pas créer quelque chose chez l'enfant? De toutes les façons, que ce soit ça va pas pousser l'enfant à aller voler. iPhone, Samsung, Intel. Non, pas forcément aller voler. Non. Il a souligné quelque chose de très important. Il a dit il faut laisser l'enfant évoluer avec son ère. Nous sommes dans une ère où la technologie bat son plein. Que la technologie ne puisse pas primer sur nos valeurs, la technologie bat son plein. Oui, mais ça, elle a raison quand même. Attention. En fait, oui, la technologie bat son plein. Nous, on a nos valeurs aussi à nous. Je suis d'accord. Oui, je suis pas contre. Je suis pas contre. Mais tu es dans une classe de CM1 ou de C2 où pratiquement 8 enfants sur 10 ont des téléphones. Et ton enfant, et dans les 2 sur 10 qui n'ont pas de téléphone. Tu penses que ça ne va pas créer quelque chose chez l'enfant? Je pense que ça dépend de l'éducation déjà. Ça dépendra. Et c'est pourquoi elle rejoint le principe de nos traditions, nos valeurs. Parce que n'oublions pas aussi un point. Voilà, le chiffre d'affaires aussi. Il faut avoir de l'argent déjà pour acheter ce téléphone-là et doter ce téléphone. Après, ça dépend de quel téléphone. Tout à l'heure, tu parlais des iPhones, il y a des Samsung, il y a des Itel, il y a les Huawei. Mais je veux dire, aujourd'hui, si moi... Le but du téléphone, c'est quoi? C'est de rester en contact. Allô, comment tu vas? D'avoir au moins voilà, un émetteur, un récepteur. Mais je veux dire, moi, je n'ai pas besoin de doter mon gamin d'un téléphone de haut standing. Si le but, c'est simplement savoir où il est. Donc, je peux acheter un téléphone à moindre coût, simplement pour savoir où mon fils ou ma fille se trouve. Mais effectivement, qu'on est dans un monde où le numérique bat son plein, et quand on dit numérique, tu as fait le lien avec les réseaux sociaux, donc tout le monde veut avoir un téléphone où on peut avoir TikTok, Instagram, Facebook, et j'en passe, ce qui fait qu'effectivement, là où je rejoins un petit peu les disques, on perd un petit peu en valeur et en éducation. C'est pourquoi, du coup, quand je dis effectivement, les parents doivent repenser l'éducation, mais attention à ne pas faire fi de nos valeurs aussi. Acheter le téléphone, oui, c'est bien. Mais lequel? C'est là la vraie question. Parce que si vous achetez un téléphone avec lequel la petite peut se connecter facilement sur TikTok, Facebook... Mais c'est là aussi, c'est là où on a parlé de contrôle. Aujourd'hui, on peut mettre installer des pare-feux. Lorsque l'enfant veut avoir accès à tel site internet, il est automatiquement bloqué. Moi, je peux l'acheter un téléphone même. Moi, honnêtement, 8 ans, je te donne un smartphone et je veux que tu puisses
connaître, utiliser, manipuler l'outil Internet. Moi, honnêtement, je suis de ceux-là. Maintenant, au-delà des parents, il y a aussi maintenant comment on va dire, les mouvements qui doivent être installés par le gouvernement pour pouvoir contrôler aussi les réseaux sociaux. Par exemple, on peut prendre l'exemple toujours de la Chine. TikTok en Chine est réglementé. Ils n'ont pas accès au même contenu que des Africains. Non, il n'y a pas de divertissement sur TikTok. C'est les algorithmes qui font que quand tu es en Chine, TikTok, c'est vraiment un outil d'apprentissage. Juste apprentissage. Voilà, tu as des jeunes de 15 ans qui fabriquent des ordinateurs. Là aussi, c'est là où nos gouvernements doivent aussi prendre le relais. Le Sénégal est dans cette optique. Oui, TikTok est bloqué au Sénégal. Oui, bon là je crois qu'il a repris déjà, ça fait quelques semaines. Là. D'accord. Il a repris. Mais pour dire qu'ils doivent installer comment, je sais pas comment ils appellent, des organes de régulation de ces sites internet là pour également encadrer nos enfants. Parce que oui, on donne les téléphones à nos enfants. Mais lorsqu'il va aller sur Facebook, quel genre de contenu il a accès? Lorsqu'il ira sur TikTok, quel genre de contenu il a accès? Donc, oui, les parents font leur travail. Ils essayent d'encadrer, donner, comme tu dis, les avantages, les inconvénients. Mais d'un autre côté, l'État doit également mettre des organes de régulation pour ces sites Internet-là pour encadrer et permettre l'épanouissement et le développement de nos enfants avec le numérique, tout ça. La question que j'ai envie de te poser, Benoît, tu as eu ton premier téléphone, tu avais quel âge? 15 ans. 15 ans? D'accord. Et tu avais déjà accès à Internet là avec ce téléphone-là? Non. Pas du tout? C'était des petits téléphones qu'on appelle, on appelle affectueusement ça chez nous les allo. Des petits téléphones. Tu ne peux pas partir sur Internet parce que moi, ma mère, elle était vraiment en mode carré. Donc, pas d'Internet avant 18 ans ou 19 ans. Pas d'Internet. Mais par contre, ce que je reconnais, c'est qu'il y a un danger à cela. Quand on interdit. Parce que j'ai connu des cousins et des cousines, du fait d'avoir interdit le téléphone à la maison, d'accord, il va chercher ailleurs. D'accord. Avoir un téléphone. Quand il arrive à la maison ou quand elle arrive à la maison, il va mettre le téléphone quelque part, le cacher. Le lendemain, il ressort. Oui, parce qu'on voyait des parents qui retrouvent des jeunes filles avec des téléphones très chers. Si vous me permettez, j'ai ma petite soeur, une petite cousine, et elle était en 3e. À cet âge-là, elle vivait un peu avec sa maman et tout ça. Et on sait souvent que chez la maman, il y a un peu elle avait de quel liberté. Elle avait quel âge? Allez, hop, 16-17 ans par là. Et il y a souvent un peu plus de liberté chez les mamans et tout ça. Et lorsqu'elle est arrivée chez son père, qui est mon oncle, il a saisi son téléphone. Il a dit, bon, tu arrives chez moi, c'est le moment maintenant de te concentrer à l'école et tout ça, parce que c'est fini les vacances. Il a saisi son téléphone, mais c'était un carnage. C'était le début d'un carnage parce qu'elle allait à l'école, elle avait un téléphone qu'elle utilisait à l'école et lorsqu'il a pris le téléphone de la petite fille, lorsqu'il a allumé ce téléphone, mais les messages qu'il recevait n'étaient pas beaux. Et lorsqu'il va appeler ces personnes, il va dire, mais écoutez, dites à votre fille de ne pas faire X, dites à votre fille de ne pas faire Y. On parle d'une petite fille de 3e. Pour dire que oui, je reconnais qu'il y a des dangers qui sont liés à l'utilisation de ces téléphones-là, mais il faudrait l'encadrement. Il faudrait vraiment l'encadrement. Est-ce que Lady, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des parents 2.0, mais on a des parents encore qui sont très traditionnalistes aussi. Est-ce que ça va être un peu facile ou difficile de devoir demander à ces parents-là de revoir leur éducation avec l'avènement du numérique? Déjà pour les parents, pour nous qui avons déjà des parents 2.0, voilà, 2.0 là, on te dit que bon voilà, tu peux le faire, bon voilà, tu peux faire ceci, cela, mais du coup, on encadre. Déjà pour moi, par exemple, j'étais avec mon oncle, chez lui, tout ce qu'on appelle outils, information, en tout cas pour lui, c'est code. Oui, en fait, tout ce que tu fais, il voit. Ah, donc il a un regard... Il a un regard assez pertinent. J'ai fait 3 ans là-bas, mais j'étais vraiment suivie à la lettre en fait. Si j'avais quelqu'un qui me dit, bon voilà, coucou, je veux te voir. Là, il me dit, bon, voici tel message, tu es là. Ah bon, donc c'est comme ça, voilà. Tout de suite, tu rompais en fait directement le lien avec la personne.
en tout cas sur les études, en tout cas, c'est qui est sûr. D'accord. Mais pour nos parents qui sont un peu plus, voilà, un peu dans la tradition et autres là, pour eux, c'est un peu difficile en fait. Ouais, parce qu'ils doivent d'abord s'adapter, comprendre un peu ce monde. Comprendre comment est-ce qu'on fait. Moi, avec mon père, c'est pas vraiment ça. On s'écrit sur WhatsApp, mais ça dit il est connecté aujourd'hui, après, il est connecté pas mal après, 3 semaines après. Donc, vous voyez que c'est pas vraiment ça. Il faut une réadaptation d'abord, après comprendre le système, après voilà, faire ce qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'avait pas, Benoît, on n'avait pas l'impression que c'est l'inverse? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, ce sont les enfants qui doivent devoir rééduquer les parents en fonction justement de numérique. Effectivement, parce que aujourd'hui, tu as des, comme il disait, par exemple sur YouTube, des tutos et tout. Avant, il y avait des choses qu'un parent pouvait apprendre à son enfant. Mais aujourd'hui, avant même que toi, le parent, tu n'apprennes une chose à ton enfant, il a l'occasion d'aller sur Internet te contredire parce que toi tu viens pas. Et d'apprendre cette chose. Et ça nous amène un peu à nous poser la question, quelle est vraiment la véritable place qu'ont encore les parents à cette ère dans l'éducation. C'est vrai que, évidemment, parce que la question est très pertinente, parce que on oublie une chose, à l'époque, on avait l'éducation de la maison, donc celle de nos parents. Ensuite, on a eu droit à l'éducation de la rue. Ensuite, on a eu droit à l'éducation, aujourd'hui, des réseaux sociaux. Avant l'éducation de la rue, il y a l'éducation de l'école aussi. Ensuite, il y a eu l'éducation de la rue. Là, on est dans l'éducation des réseaux sociaux. Et c'est la plus dangereuse, hein, à mon avis, hein, c'est la plus dangereuse, parce qu'évidemment, l'éducation de la rue, elle est dangereuse, certes, parce que voilà, vous pouvez aller faire des choses un petit peu sombres. Il y en a qui vont. Des grands frères dans les quartiers qui te disaient, moi je te connais, je connais ta mère. Écoute, retourne à la maison, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Exactement. Donc il y avait quand même aussi une certaine protection, où il y avait une certaine limite. Encore que moi j'avais des amis de mon frère parfois qui me tapaient dessus quand je faisais une bêtise. Effectivement, c'est pour te dire, certes, il y avait l'éducation de la rue, mais c'est cette éducation justement des grands frères ou bien des cousins ou des amis de tes frères qui arrivent à te redresser toutes les fois où tu arrives à faire une bêtise. Donc oui, il y a eu cette éducation et c'est pourquoi moi j'estime, je sais pas pour vous, que l'éducation la plus dangereuse c'est celle évidemment des réseaux sociaux, d'internet aujourd'hui. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement sénégalais a décidé à un moment donné de suspendre TikTok vu les dérives qui étaient, on va dire, soulevées, observées sur ces réseaux sociaux-là. Est-ce que, ma chère Lydie, tu arrives à avoir cette conversation de façon assez fluide avec tes petites sœurs, de dire écoutez, TikTok c'est bien, mais attention, ça rend un peu toc-toc si on n'est pas aussi bien organisé et si on ne sait pas réellement ce qu'on va faire sur ce réseau social-là? Déjà, par rapport au réseau, moi, je n'ai pas TikTok, j'aime pas ce réseau-là. Pourquoi? Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas. C'est trop de liberté, c'est trop de vues, trop de visibilité. Et ce que nous voit en Afrique. On a l'impression qu'on n'a plus de vie privée. Quoi, voilà, c'est ça. Tout le monde voit. Voilà, on met tout sur Internet. Ouais. C'est un peu ça. Donc, en tout cas, je ne pense pas dire à mes petites sœurs que voilà, utiliser tel SIFA, utiliser un réseau social, peut-être Facebook ou bien. Non, mais est-ce que tu vas aller dans le sens d'interdire? Parce que tu restes la grande sœur, hein, tu as ce droit-là sur ta petite sœur, mais est-ce que tu iras vraiment dans le sens d'interdire à ta petite sœur d'utiliser tel réseau social par rapport à un autre? Ah oui. D'accord. Oui, ça, je pense que je dois le faire. Je vais le faire, ce qui est sûr, parce qu'il faudrait qu'elle sache, faudrait qu'elle sache en tout cas les dangers, les bienfaits, les conséquences, parce que Murphy, tout à l'heure, disait que voilà, c'est bien de pouvoir avoir un téléphone à partir de 12 ans ou 8 ans, ce qu'il a eu à dire. Mais bon, à part ça, derrière, on est quand même, je prends le cas du Gabon, il y a un peu trop des bandits et autres. Après ça, j'ai ma petite soeur qui a un téléphone assez cher. Elle peut rentrer des cours un peu assez tard et là va être agressée et tout. À cause de quoi? Du téléphone. Ouais, voilà, donc évidemment, plus le téléphone a de la valeur, plus on s'expose. Exposé en fait. D'accord. Donc moi, en tout cas, même minimum, à un certain âge, tu n'as pas de téléphone. D'accord. C'est tout. En fait, quand on parle de revoir l'éducation, c'est aussi dans ce sens-là. Éduquer aussi, se dire, je préfère que tu ailles sur ce réseau social-là et pas sur celui-là. C'est l'orienter aussi. L'orientation aussi, ça reste une forme d'éducation. Et je pense que nos parents aujourd'hui, alors ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a des parents qui sont traditionnalistes, qui ne maîtrisent pas aussi le numérique, donc ils ne savent pas comment orienter. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a nos grands frères qui sont parfois plus grands que nous de 2 ans, 3 ans, donc on est dans la même génération. Et cette génération-là, le grand frère, c'est un peu le rôle que toi, tu es appelé à jouer. Et je suppose que c'est le cas aussi pour toi, mon cher Benoît. Tu te vois aujourd'hui interdire une application à ton petit frère? Bon, pas forcément interdire, mais je pense
le mettre dans une situation où faire prendre conscience. Parce que des fois, je me pose une question, je me dis, est-ce nous, il parlait tout à l'heure de la Chine, je me demande, est-ce nous vraiment, on va dire les Africains, qui n'avons pas compris à quoi ça sert, en fait. Parce que, je prends l'exemple pendant la Coupe d'Afrique, il y a des gens qui ont réussi à se faire une petite notoriété autour de tout ce qui se passait dans la CAN. Il s'est servi de ces réseaux pour pousser son activité. À côté de ça, tu as d'autres, ils viennent sur TikTok juste pour rigoler. Il y avait beaucoup de challenges. En fait, tu te demandes, est-ce qu'à un moment, on ne doit pas remettre dans l'esprit de nos populations que ces réseaux, l'utilité de ces réseaux-là, parce que interdire... Du coup, il faut faire quoi? Organiser, encore revoir la sensibilisation, renforcer la sensibilisation? Oui, je pense qu'il faut renforcer la sensibilisation. Et d'ailleurs, faire le relais aussi des parents. C'est pourquoi on parle de revoir l'éducation. Donc les parents aussi doivent jouer... En fait, il y a une responsabilité parentale aussi. Ça va être plus difficile pour les parents en réalité, parce que comme on a souligné, il y a on arrive à un certain âge, il y a des gens qui ne savent même pas utiliser une souris. Un parent qui ne sait pas utiliser une souris, tu vas lui demander d'éduquer son enfant selon les réseaux sociaux. Moi, ça m'amuse souvent quand j'ai un oncle qui achète un téléphone et qui t'appelle pour dire viens m'installer telle application. Et moi, j'ai un neveu, en fait, il en profitait. Il dit non, pour installer WhatsApp ou Facebook, il faut payer. Voilà, donc du coup, il arrivait à se faire un peu d'argent là-dessus. Il faut dire que les parents, finalement, eux, ils ne peuvent plus. Il y a certains parents qui ne peuvent pas s'adapter à cette technologie-là. Mais en l'occurrence, c'est nous, cette génération-là, si nous sommes des grands frères, de prendre le relais déjà avec nos petits frères, dire que, attention, TikTok c'est très beau, mais voilà ce que tu peux faire avec TikTok. Ouais, en fait, c'est surtout donner des bonnes, exactement, mieux diriger le petit frère. Moi, je ne peux pas interdire. Non, c'est comme il a dit, on n'interdit pas à un certain âge, on peut interdire. Oui, parce qu'on estime que c'est encore dangereux à un certain âge. On interdit, mais on laisse évidemment cette ouverture-là, et évidemment avoir un œil très vigilant sur les activités que nos petits frères font évidemment sur ces réseaux sociaux. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est allé très vite. Merci, je rappelle que tu es étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à Génération News. Une personne à saluer vite fait. Oh, ma maman, Manola Otunga. D'accord. Mon cher Benoît, une personne à saluer vite fait. Ma maman, Amélie Nkanka, un gros bisou et qu'elle continue toujours dans la relation fusionnelle comme on a dit. D'accord. Ma chère Lydie, vite fait, une personne à saluer. Oui, mon mentor, Dr Chris Gamaël, second depuis le Gabon, ainsi que ma grande sœur chérie, Nanou Elvia Henricia. D'accord, on salue tout le monde évidemment. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.